Salut! Laissez-moi vous poser une question. Comment pouvez-vous savoir si un outil vous est bénéfique ou non? Et si je vous disais même que l'outil que l'on vous a marketé comme bénéfique ne vous aidait pas vraiment? Pire, qu'au lieu de vous aider, il était en train de vous rendre moins performant. Et là, vous dites encore un gars qui va nous parler des dangers de l'IA? Eh bien oui, mais ce gars, il va surtout vous résumer une étude de plus de 200 pages qu'il a lue à votre place pour vous donner les informations qui comptent vraiment. Le 30 novembre 2022, une date qui restera dans l'histoire. OpenAI lance ChatGPT. En 5 jours, c'est 1 million d'utilisateurs. En 2 mois, c'en est 100 millions. Il s'agit de l'application avec la croissance la plus rapide de tous les temps. Plus rapide qu'Instagram, plus rapide que TikTok. À l'époque, il était assez difficile de se rendre compte de la vague qu'allait devenir cette application. C'était juste un gadget cool du moment, c'était bien, mais sans plus. Et pourtant, nous voilà maintenant en 2025, et plus que jamais, c'est un outil qui est indispensable dans notre vie et dans notre quotidien. Au point où je suis presque sûr que si vous essayez de réfléchir à un monde sans, vous auriez bien du mal. Mais ça, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas avec Internet ou avec les smartphones. Ce sont des petites innovations où il est extrêmement difficile de renoncer. Aujourd'hui, on peut même estimer à 70% les étudiants universitaires qui utilisent le LLM régulièrement. Ça monte même jusqu'à 40% lorsqu'on compte uniquement l'usage systématique pour tous les devoirs. Et puis, en juin 2025, une équipe du MIT Media Lab se pose la question que personne n'osait se poser. Qu'est-ce que cela a-t-il bien pu faire à notre cerveau? Et c'est la docteure Natalia Kosmia, une informaticienne et chercheuse du MIT spécialisée dans l'interface cerveau-machine, qui va s'y coller. Imaginez, observez vos étudiants brillants, les meilleurs du monde, et pourtant, ils ne peuvent plus écrire sans un LLM. Pire, ils ne peuvent plus penser sans une IA. Sa question de recherche va être simple mais terrifiante. Et si l'outil qui nous rendait plus productifs nous rendait cognitivement dépendants? Mais d'abord, comment mesurer ça scientifiquement? Comment prouver que le cerveau change ou non dans ses habitudes? La réponse, elle est simple, et ça s'appelle l'électroencéphalographie, abrégé EEG. C'est 32 électrodes posées sur le crâne qui captent chaque signal électrique d'une zone spécifique du cerveau. Est-ce que ces données qu'il va découvrir va changer à jamais votre vision de l'IA? L'étude regroupe 54 participants venant des plus prestigieuses universités américaines. Le MIT, Wellesley ou Harvard pour n'en citer que 3. Les participants sont tous âgés de 18 à 39 ans. Chaque participant devra participer à la rédaction d'essais qui seront évalués par des humains et des LLM. Cette expérience va prendre la forme de 4 sessions étalées sur 4 mois avec 20 minutes de travail par essai. Bien sûr, les 32 électrodes vont enregistrer le travail de ces 3 groupes de 18 personnes. Chacun de ces groupes aura le droit à des outils différents. Le groupe LLM, il aura le droit d'accès à GPT-4o, ils peuvent lui poser toutes les questions qu'ils veulent. Le groupe moteur de recherche, lui, n'aura le droit bien sûr qu'à accès à Google, uniquement. Ils peuvent chercher des infos, mais doivent tout synthétiser par eux-mêmes. Et enfin, le groupe cerveau, et bien sûr, rien, nada. Eux, ils ont juste leur cerveau et 20 minutes d'écriture à faire, comme un examen sur table. Le protocole est alors très simple et aura toujours la même formule. Un petit briefing, l'installation de l'EEG avec un test de calibration, à la fois pour la machine, mais aussi pour mettre en condition le cerveau des participants. Puis la phase écriture. Et enfin, on aura une phase d'interview, post-exercice, de débrief, et on range le matos. Mais je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le test de l'essai. Il s'agit des sujets du SAT américain. Le SAT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bac à l'américaine, mais beaucoup plus efficace à évaluer les individus. C'est un examen standardisé qui est à l'échelle nationale. Il est utilisé pour l'admission dans les diverses universités américaines, et ce depuis un certain temps. Parmi les sujets de session, on peut retrouver des thèmes comme: est-ce que la vraie loyauté requiert un support inconditionnel? Devrions-nous toujours penser avant de parler? Ou encore, une société parfaite est-elle possible ou même souhaitable? Ce sont des sujets qui sont complexes et qui demandent à la fois de la connaissance et de la réflexion, de l'argumentativité et de la créativité. Pendant que les participants écrivent, donc, les casques EEG vont commencer à enregistrer tout ce qui se passe. Chaque électrode va capter des signaux électriques de la zone observée par le capteur. Et les chercheurs ont utilisé une fonction qu'on appelle la DDTF pour Dynamic Directed Transfer Function, qui mesure comment l'information circule dans votre cerveau d'une zone à l'autre. Grâce à cette combinaison, il est alors possible de comprendre quelle zone communique, à quelle intensité et bien sûr dans quelle direction. En clair, ça cartographie comment circule l'information dans votre cerveau, quelle zone s'allume et à quelle intensité. Mais avant de savoir comment notre cerveau se comporte, commençons d'abord par écouter ce qu'ont ressenti nos participants. Après chaque session d'écriture, les chercheurs n'ont pas seulement regardé les textes produits. Ils ont surtout interrogé les participants pour comprendre de quelle manière ils ont vécu leur expérience. Parmi ces questions, une est importante, celle de l'appartenance du texte. Chaque participant ont considéré que le texte était bien le leur. C'est-à-dire que pour eux, ils ont bien été la personne l'ayant écrit avec déjà quelques spécificités pour les groupes LLM. Certains vont dire par exemple:
L'essai était à environ 50% de moi. J'ai fourni des idées et ChatGPT m'a aidé à les structurer. D'autres encore pourront dire, j'avais l'impression que cet essai était en grande partie le mien, à l'exception d'une définition que j'ai obtenue de ChatGPT. Si on devait quantifier tout ça, un tiers des participants ayant eu le droit au recours de LLM étaient partiellement convaincus que le texte leur appartenait vraiment. À titre de comparaison, aucun des deux autres groupes n'a ressenti ça de leur travail. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que malgré la relative impression de possession du texte parmi les participants ayant eu recours au LLM, très peu étaient capables de citer des phrases de leur travail. Et cela, quelles que soient les 3 sessions auxquelles ont participé les étudiants. À ce moment-là, il y a une question qui s'impose à tous. Lorsque je m'aide d'outils, est-ce que j'écris ou est-ce que je fais semblant d'écrire? Mais malgré ces petits doutes, tout le monde était globalement content du travail réalisé. D'ailleurs, leurs textes sont tous bien écrits, les correcteurs et les LLM qui devaient noter ont trouvé que c'était du travail de qualité, et ont donné des notes relativement bonnes quel que soit le groupe. Donc parfait, nickel, on voit pas le problème, c'est super, on finit la vidéo ici, merci d'avoir regardé. Les transitions sont fluides, les travails sont riches, et les exemples pertinents. Mais voilà, le traitement du langage naturel, un sous-groupe de l'IA qui s'intéresse à la capacité des machines à comprendre du texte humain, on a utilisé ce qu'on appelle des entités nommées, ou NER, pour analyser tous ces textes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les citations du groupe LLM sont souvent les mêmes, et la variabilité des sujets sont beaucoup plus limitées comparées au groupe qui utilise que son cerveau. Par exemple, le groupe ChatGPT va utiliser énormément de noms propres, d'auteurs, de lieux qui sont toujours les mêmes, d'un essai à l'autre. On peut noter par exemple Mandela, Matisse, Platon, encore et encore en permanence les mêmes auteurs. Ce qui est assez amusant, c'est que les groupes LLM et recherche Google ont utilisé des termes du moment, un peu trendy, qu'on peut retrouver dans Google Trends en ligne. Ils vont même souligner, les auteurs de l'étude, que contrairement au groupe cerveau, qui présente lui une grande variabilité dans les approches des sujets, le groupe LLM a produit des essais statistiquement homogènes au sein de chaque thème, présentant un écart nettement moins marqué que les autres groupes. Autrement dit, le ChatGPT donne l'impression de travailler, mais en réalité, il va recycler toujours les mêmes idées. Ok, c'est reparti. Ce qui va suivre est sûrement la partie la plus importante. On peut noter que ce n'est pas la première fois qu'un nouvel outil modifie nos habitudes de travail. On peut d'ailleurs penser à Internet, qu'on utilise pratiquement au quotidien. En soi, rien de nouveau sous le soleil. Alors pourquoi s'inquiéter? Eh bien, là, faut commencer à regarder la chose la plus importante, la biologie. Même si les hommes peuvent ne pas être fiables, le cerveau, lui, il ne ment pas. Pendant qu'ils écrivaient, leur cerveau envoyait des signaux électriques. Et ce que les chercheurs ont vu, c'est que ceux qui utilisaient un LLM n'avaient plus un cerveau aussi lumineux qu'avant. Les 32 électrodes que nos participants ont eues sur la tête tout au long, la preuve n'était pas juste là pour faire joli, ça c'est sûr. Elles enregistraient vraiment tout. Enfin, presque tout. Des bandes de signaux électriques vont être enregistrées à l'emplacement de chacune des électrodes. Il va être possible de modéliser le flux d'informations va traverser le cerveau d'une électrode à l'autre, d'une zone à une autre. On compte donc 5 bandes dans le cerveau. L'alpha, la bêta, la delta, la θ et la gamma. Mais dans le papier, on va s'intéresser que alpha, bêta, delta et θ uniquement. Chacune d'elles possède 3 bandes de fréquences. La basse, la moyenne et la haute. Sauf pour θ qui lui, il a que θ. Et je vous ai toujours pas expliqué à quoi ça sert indépendamment chacune de ces bandes. Alpha, il coordonne l'attention et inhibition des distractions. Il est associé au repos éveillé, à la relaxation mentale. Il joue un rôle d'inhibition des processus neuronaux pertinents. Le cerveau peut se concentrer sur les tâches spécifiques sans être parasité par les moins importantes. Ces ondes sont aussi liées à la coordination cérébrale. Bêta, lui, c'est le traitement actif et résolution des problèmes. Il va refléter un engagement actif du cerveau, particulièrement dans les régions frontales qui servent à planifier et exécuter des tâches complexes. Et accessoirement, c'est lié à la mémoire court terme. Delta, lui, c'est la consolidation de la mémoire à long terme. Il est associé à la partie des process inconsciente ou automatique, c'est ce qui sert juste à la consolidation de la mémoire à long terme. Et il est particulièrement important dans les tâches de récupération d'informations, d'attention diffuse. Et le petit dernier, θ, lui, il va s'occuper de la créativité et la mémoire épisodique. Il est centré sur la récupération et la génération de nouvelles idées. Il joue le rôle important dans les transitions cognitives, comme par exemple le passage d'une attention focalisée à un travail créatif et intuitif. Et aussi, il est lié à l'engagement émotionnel. Et s'ajoute à cela pour chacune de ces zones, une zone haute fréquence associée à des processus localisés spécifiques, et des zones basse fréquence pour les phénomènes diffus et de consolidation. Et après toutes ces analyses, le résultat est sans appel. Le groupe cerveau est le seul avec la plus forte connexion cérébrale, et ce malgré les 3 sessions différentes. Qu'importe les axes observés, la connectivité sera toujours la plus forte si vous utilisez votre cerveau seul. On va même observer pour le groupe LLM ce qu'on va appeler un désengagement cognitif.
une réduction de l'effort cognitif, une bien plus faible consolidation de l'information, mais également une plus faible récupération de la mémoire associée et une réduction de l'effort créatif. Les ordres de grandeur pour le groupe LLM étant systématiquement 2 fois moins importantes que pour le groupe cerveau. Tout ceci montre une dépendance voulue ou non à l'outil pour chacun des participants. Mais le papier ne nous laisse pas uniquement sur ce constat bien triste. Il nous propose même des solutions et des analyses intéressantes pour mieux utiliser ces outils dans notre quotidien. Je vous ai dit qu'il y avait 4 sessions, mais depuis tout à l'heure, je vous en parle uniquement de 3. C'est assez simple, parce que cette dernière session, c'est un échange. Le groupe qui utilisait son cerveau va utiliser un LLM. Celui qui utilisait un LLM va cette fois utiliser un cerveau. Pardon. C'est un peu drôle. En passant de LLM à cerveau, les participants vont continuer à avoir des difficultés à engager et mobiliser leur mémoire. Et cela malgré que le cerveau ait marqué un sursaut pour essayer de revenir à des équivalents du groupe sans cerveau. Malgré cela, le cerveau continue de garder une sorte de pénalité d'avoir utilisé un LLM. Par contre, en passant du mode assisté par LLM à une écriture entièrement cérébrale, les participants ont montré des difficultés à réactiver pleinement les réseaux liés à la mémoire de travail et à la planification linguistique. Bien que l'activité cérébrale tende à remonter par rapport à la phase novice, elle demeure inférieure au niveau observé dans les sessions les plus entraînées. L'usage préalable du LLM semble ainsi moduler la trajectoire d'apprentissage du cerveau en réduisant l'effort cognitif nécessaire. Il diminue temporairement l'engagement des bandes alpha et bêta associées à la planification interne et au raisonnement. Lorsqu'ils reprennent l'écriture sans assistance, les participants semblent s'appuyer davantage sur les traces laissées par l'expérience précédente que sur une réactivation complète de leur capacité cognitive complexe. Alors cette fois, dans le cas cerveau LLM, c'est un peu plus intéressant. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau commence à avoir une adaptation neuronale pour utiliser l'outil. L'étude observe même des pics sur chacune des bandes, montrant que le cerveau cherche à réconcilier un plan interne, son travail personnel, et un plan externe, le LLM. Vers la fin du travail, les auteurs nous encouragent donc à réfléchir avec attention à notre usage des outils modernes, soulignant bien sûr les limites de leurs études, principalement un petit panel de personnes qui mériteraient d'être élargies. Ils vont quand même offrir des pistes pour développer des stratégies optimales de charge cognitive au travers de stratégies un peu hybrides. John Swiller présente la charge cognitive comme l'activité que le cerveau délivre pour apprendre et résoudre des problèmes. Notre cerveau a besoin d'augmenter cette charge cognitive lors des tâches complexes. Mais il a aussi remarqué qu'une trop grosse charge avait tendance à avoir un effet inverse et empêcher le cerveau de mémoriser et de fonctionner de manière optimale. On l'a d'ailleurs tous sûrement vu, quand on est surchargé de travail, on se sent fatigué et on a du mal à avancer. En gros, le cerveau, il surchauffe. Et c'est là ce que vous allez apprendre est extrêmement intéressant. Les LLM, ils ont cette capacité de réduire cette charge cognitive en déchargeant le travail de réflexion et d'imagination sur la machine. Alors la prochaine fois que vous travaillez, faites d'abord l'effort de commencer sans outils avant de les utiliser. Parce que cette approche hybride, elle semble maximiser le bénéfice d'un usage de cerveau seul et de l'usage de l'outil, sans que cela n'impacte trop notre bon fonctionnement cognitif. En tout cas, j'espère que je vous aurai pas trop fait peur avec tout ça. Je pense que les LLM sont un outil fascinant. Je les utilise moi-même au quotidien, plus comme un acteur passif, mais comme un collaborateur. C'est cette approche que les auteurs nous invitent à prendre, d'être dans un travail hybride et de surtout commencer toujours par avoir une charge cognitive sur notre cerveau seul. Le travail sera plus difficile, mais il nous permettra d'avoir une meilleure capacité à ingérer l'information. Par la suite, on a le droit d'utiliser les outils complexes, on a le droit d'utiliser Google Search, on a le droit d'utiliser toutes ces choses-là, malgré le fait que ça crée une pénalité sur notre cerveau. Rappelez-vous, le plus important, c'est de commencer avec le cerveau seul, de se forcer à réfléchir et de ensuite, une fois qu'on a eu bien pris le temps d'ingurgiter et de devoir bien travailler, d'avoir cogité avec un crayon à papier, de passer sur les outils plus complexes pour compléter ce qu'on aura pu faire par le papier. Bref, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.